Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de la sauce Bitcoin. C'est juste gratté les couilles. Ok. Attends. Ouais, c'est bon. Yo, gratte-toi bien les couilles là. Ah ouais, c'est chill. C'est en train de quoi? Ouais, ouais. Ok. Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de la sauce Bitcoin, le podcast Bitcoin québécois qui va être diffusé très bientôt partout au Québec pour vous apprendre plus sur le Bitcoin et découvrir cette magnifique révolution de l'argent. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu différent de tous ceux qui vont arriver par la suite, vu que c'est le premier. Donc, on va se présenter un peu pourquoi on est digne de faire ce podcast pour vous. Parce qu'on est des experts Bitcoin avancés, puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dedans. Donc, on va se présenter un peu. Moi, personnellement, mon nom, c'est Maciek Sepnik et je suis ici présent avec mon partenaire Gustavo Flores Eches. Donc, on va se présenter un peu. Peut-être toi, Gustavo, tu veux commencer? Certain, merci Maciek et bonjour à tous. Bienvenue dans notre podcast La Source Bitcoin, le podcast Bitcoin du Québec. Donc, moi, tu sais, moi et Maciek, on se connaît depuis le secondaire. On est allé au collège Jean-Eudes ensemble. Puis, on a grandi ensemble à travers l'école. Ensuite, on est allé au collège Maisonneuve ensemble aussi. Tu sais, puis je pense qu'à un moment donné, on s'est dit comme, on veut faire de quoi de plus sérieux dans notre vie, tu sais, que juste aller au cégep puis chiller avec les amis. Donc, on a découvert le Bitcoin, entre autres d'autres activités. On a découvert le Bitcoin, puis je pense qu'on est totalement passionné du Bitcoin depuis ce moment-là. Moi, j'ai eu un parcours qui ensuite a continué à l'université du CAM. Je suis allé à l'Université du Québec à Montréal. Je suis allé pour étudier en informatique. Donc, mon parcours est surtout de l'informatique, du développement logiciel. Mais j'ai pas duré longtemps là-dessus puisqu'il fallait prendre notre carrière d'entrepreneur en main. Mais je suis quand même un bon développeur, là, surtout dans les technologies web, JavaScript, React, Node.js, back-end et front-end. Mais là, c'est quoi qu'on a fait après ça? On a fait un startup de minage, MiningX, qui était en début d'année 2018 qu'on l'a concrétisé. Là. On a loué une salle, on a acheté des mineurs, on a fait une installation électrique, une installation de ventilation. Mais bon, il y a eu des raisons pourquoi ça n'a pas marché. Soit le minage, c'est un business de gros capital. Et aussi, il y avait une situation politique avec Hydro-Québec. Il y avait un moratoire de notre industrie. Donc, l'expansion pour nous n'était pas possible. Donc, le business était juste une mauvaise idée à ce moment-là. On l'a arrêté fin 2018, puis l'aventure Verify a commencé. Donc, pas pour en dire plus, Verify, je suis PDG et fondateur de Verify, cofondateur avec Maciek et Tristan Borges-Solari. Je développe, je fais des podcasts, on commence un podcast et on fait toutes sortes de genres de choses dont on va en parler plus tard. Donc, voilà mon introduction, Maciek. Maintenant, parle-nous de toi-même. Oui, moi j'aime bien raconter exactement comment on a commencé dans le Bitcoin en 2015. Dans le fond, justement, on était au cégep, on cherchait des opportunités d'affaires, comment faire de l'argent en dormant, un peu avec cette naïveté d'adolescent, là, de vraiment vouloir faire de l'argent un peu à partir de rien. Fait qu'on a commencé à chercher des façons d'investir. Puis moi, je me rappelle, j'avais lu une nouvelle, puis j'avais aucune connaissance, quoi que ce soit de trading ou de Bitcoin. Ou de monnaie ou quoi que ce soit. Puis j'avais lu une nouvelle qui disait que, par exemple, le yuan chinois allait s'apprécier en valeur par rapport au dollar canadien. Fait que là, je suis arrivé avec le journal, puis je l'ai montré à toi, puis à Tristan, puis j'ai dit, les gars, là, il faut commencer à investir. On peut aller acheter du yuan, puis c'est supposé de s'apprécier. On peut faire 10-15% en quelques mois. Puis il suffit qu'on se ramasse une petite somme, puis qu'on fasse ça. T'sais, évidemment, dans le passé, on savait même pas que on aurait dû faire ça sur une plateforme quelconque de Forex qui permet d'échanger ça en ligne. On est littéralement allé au quartier chinois chercher des yuan pour éventuellement le rééchanger à nouveau en dollars canadiens. Puis ça s'est
pas très bien passé au bout du compte, mais c'est ça qui nous a lancé puis qui nous a propulsé dans tout ce qui est investissement puis notre intérêt dans l'entrepreneuriat. Et pas longtemps après, évidemment, il y a aussi, on a entendu parler du Bitcoin, puis rapidement, on est embarqué dedans parce qu'on voyait un potentiel énorme. Et c'est allé au-delà de ça. Je pense que juste l'appât du gain pour nous, très rapidement, on a commencé à plonger d'une manière très profonde dans cet univers-là parce que c'était pas juste pour nous une façon de faire de l'argent rapidement, c'était aussi euh, on découvrait rapidement que c'était une révolution de l'argent qui permettait d'apporter plus de liberté aux gens, d'être un argent non censurable qui se fait envoyer un peu partout à travers la planète sans se pouvoir arrêter. Puis on a eu toujours un petit esprit rebelle, anti-autoritaire un peu. On n'aime pas trop les gouvernements, ou du moins on aime ça les critiquer. Fait que ça nous a rapidement intéressés, je pense. T'sais. Ouais, mais je pense que ça a changé à travers le temps aussi. Tu sais, quand on a commencé, la question de COVID ou genre les expansions du gouvernement qu'on en parle à chaque jour aujourd'hui, c'était aucunement la situation du monde. Tu sais. Puis, fait que tu rentres dans le Bitcoin, tu veux trader, tu veux faire du cash, tu rentres dans les altcoins aussi. On a eu notre parcours Ethereum et les autres altcoins aussi. Plus maintenant, là, on peut en parler pourquoi on ne le conseille pas plus tard. Mais je pense que, tu vois, dans les 2 dernières années, là, moi, non seulement le Bitcoin, c'est une bonne façon, c'est un bon investissement. Non seulement le Bitcoin, c'est un bon principe de séparer l'argent et l'État. Et non seulement, c'est bon pour les droits humains, mais à ce point-ci, pour moi, c'est rendu critique. Là. Le Bitcoin est la solution critique que le monde a besoin. Et si on n'aurait pas le Bitcoin, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc, moi, je vois le monde, et je vois énormément de problèmes dans le monde, et je vois le Bitcoin comme une massive solution. Donc, je dédie tout mon temps et toute mon énergie au Bitcoin, parce que je suis certain que c'est la solution critique que le monde a besoin. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Toi, tu as raconté ton parcours universitaire. Moi, je suis allé en finance à Concordia. Puis, j'ai pas pu terminer en bonne conscience le programme. Et j'ai décidé de quitter. Puis, justement, on s'est lancé dans le mining et tout ça. Euh, Tout simplement parce que ce qu'ils nous enseignaient à l'université, du moins dans le programme de finance, je trouvais que c'était pas mal des mensonges puis de la propagande de justement, on t'enseigne à juste travailler dans le système status quo sans se questionner. Je me rappelle dans un cours de finance quelconque, j'avais demandé à la prof, mais par exemple, avant, on sait que l'or était basé sur l'or avant, donc j'ai demandé cette question-là, puis elle a commencé à rire, ha ha ha. Ça, tu vas voir ça dans ta troisième année. Elle était vraiment choquée. Tu sais, le monde m'a regardé bizarre. Puis là, c'est là que j'ai un peu compris, ok, l'université, c'est pas pour moi. Puis en même temps, on commençait dans le Bitcoin de plus en plus en profondeur. Dans le temps, il y avait le Blockhouse. Il y avait encore justement des pionniers du Bitcoin au Québec comme Francis Pouliot qui donnait des présentations là-bas, qui travaillait à Catalexia avant de quitter. Donc on commençait à ce moment-là à s'intégrer dans la communauté, parler aux personnes, parler aux entreprises. Le monde ne le savent pas, mais Montréal, c'est vraiment un hub pour tout ce qui est Bitcoin. Il y a eu des rencontres de développeurs vraiment tôt dans l'histoire du Bitcoin, 2013, ouais, Je 2014. pense même plus tôt que ça. Là. Comme Euh, Blockstream s'est fondé en 2014, ouais. mais tu sais, il y avait du monde ici depuis 2011 là, qui se rencontrait en personne, qui parlait du Bitcoin, même peut-être plus tôt. Là. Il Qui y a sait, des peut-être même OGs, là. Satoshi vient de Peut-être Montréal. Là. Satoshi vient de Montréal, C'est là, on sait possible. pas. Là. Ouais. Ça, c'est une grosse théorie. Ouais, dans les années 90, il y avait une entreprise qui s'appelait Zero Knowledge, qui était en fait dirigée par les mêmes gars de Blockstream, Austin Hill, Alan Back. Puis, tu sais, ils étaient là dans les années 90, Zero Knowledge Inc., Mm. à parler de cryptographie, à faire les mêmes innovations qu'on utilise aujourd'hui dans le Bitcoin. Donc, Mhm. je dirais que s'il y a 10 villes à choisir dans le monde, Montréal est là-dedans. Puis il y avait aussi l'ambassade du Bitcoin sur Saint-Laurent qui était comme la première, un peu, vraiment un premier centre d'expertise où tu pouvais aller acheter, t'informer. Là, malheureusement, ça n'existe plus. Donc, nous, c'est un peu notre tentative de remettre Montréal sur la map dans tout ce qui est écosystème Bitcoin. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas,
On gère aussi le groupe de Bitcoin Montréal Meetup, qui est un groupe non seulement sur Facebook, mais sur le site meetup.com en tant que tel. On s'est fait léguer les rênes du groupe après que Francis Pouliot, le précédent organisateur, euh, ne pouvait non seulement ne pouvait plus s'occuper de ça par faute de temps, mais maintenant il est aussi exilé en Amérique latine parce qu'il ne pouvait pas tolérer ce qui se passe en ce moment au Québec puis au Canada en général. Donc, on a eu la chance d'avoir ce grand groupe qui avait un historique qui nous a été légué. Puis on a pris ça avec un grand honneur puis avec une grande responsabilité. On a, depuis ce temps-là, depuis 2-3 ans, organisé beaucoup de meet-up techniques. On explorait plein de technologies. Puis on a organisé des événements. Puis il y a toujours plusieurs dizaines de personnes qui viennent au moins. Avec des personnes qui ont des mentalités similaires, qui pensent c'est important la liberté, c'est important la liberté financière et tout ça. Donc, j'adore vraiment la communauté à Montréal, puis Bitcoin québécoise également, parce qu'il y a vraiment des OG, puis en plus, c'est dynamique quand on se rencontre, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de conversations, puis des bières qui finissent par couler, là. Fait que, ouais, c'est très le fun. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais. Puis là, surtout la dernière fois, là, il y avait énormément de nouveaux. Tu sais. Moi, j'adore parler au monde qui s'intéresse à ça, puis qui sont pas habitués à tu sais, venir aux rencontres, à parler de ça en personne aux autres. Parce que tu sais, t'es sur le web, tu te dis, tu sais, je suis tout seul dans ma ville qui s'intéresse à ça. Mais on est plusieurs. On est là, puis on doit se rencontrer, on doit se parler en personne, réaliser que tu sais, il y a énormément de gens comme nous qui pensent que le Bitcoin, c'est la solution à énormément de problèmes. Tu sais, puis qu'on doit travailler ensemble, puis qu'on doit réfléchir. Tu sais. Puis le faire d'une manière très humble. Tu sais. Mhm. Genre, oui, on connaît beaucoup, mais il nous reste énormément à découvrir. Puis On en apprend tout le fait, temps. nous-mêmes, on vise à apprendre avec ce podcast. Tu sais. Mhm. Donc peut-être on peut parler un peu du podcast. Parle-nous un peu des segments du podcast qu'on a planifié, Maciek. Ouais, donc c'est sûr que aujourd'hui, comme on disait au début, ça va être un podcast un peu différent dans le sens que c'est le premier, puis on s'est lancé un peu dans un free for all. Donc, dans les prochains épisodes, on veut faire que ça soit plus organisé, puis vraiment amener de la valeur d'une manière systématique plutôt. Donc, on va avoir non seulement des invités québécois qui vont participer au podcast, soit des entrepreneurs, du monde qui sont impliqués de loin ou de proche dans le monde du Bitcoin, mais aussi dans toute autre sphère qui est reliée dans l'informatique, dans le droit ou dans des trucs qui font avancer plutôt la cause en général. Donc, il y a plein d'entrepreneurs québécois, plein d'entreprises et potentiellement aussi de la France ou d'autres communautés francophones qu'on va inviter sur le podcast pour qu'ils puissent nous jaser et qu'on puisse en apprendre d'eux. Et évidemment, ce qui est le fun aussi, c'est discuter des nouvelles. Donc les nouvelles, les memes les plus récents du Bitcoin, les trucs qui marquent la communauté. On va en discuter, on va critiquer des politiciens des fois, on va critiquer des gouvernements pour le fun. Mais aussi, on va avoir un volet technique qui va être surtout dirigé par toi, Gustavo, parce qu'on le sait, c'est toi qui as le plus gros cerveau ici. Donc, tu connais beaucoup d'applications, tu connais beaucoup de technologies, du Bitcoin. Euh, Fait que tu vas être en mesure, je pense, de présenter un grand volet qui va pouvoir aider les gens à soit mieux sécuriser leur affaire ou à développer des nouveaux projets sur le Bitcoin. Si tu veux en parler peut-être un peu plus en détail Ben, de comment tu vois ça. certains, comment je vois ça. Ben, tu sais, juste donner quelques commentaires sur les autres segments. Fait que n'importe qui veut participer à notre podcast est le bienvenu à le proposer. Envoyez-nous un email à contact@verify.io ou envoyez-nous juste un message sur Twitter ou sur Facebook. Puis on arrangera ça, on arrangera tu sais, votre collaboration dans le podcast si on juge que ça va être utile pour nos auditeurs. Euh, Sinon, sur le volet technologique, je pense que notre but ici dans ce podcast, c'est non seulement de tu sais, ramener des invités puis apprendre de eux, puis leur poser des questions, puis tu sais, puis non seulement parler des nouvelles tendances, mais de plonger dans l'utilisation du Bitcoin tu sais, pour mieux vous servir, tu sais, pour
que ce soit utile pour vous, que ce soit sécuritaire, votre utilisation du Bitcoin, qu'il y ait une protection de la vie privée quand vous utilisez le Bitcoin, que vous êtes capable d'utiliser les nouvelles technologies comme Lightning ou les sidechains ou juste les nouvelles applications aussi. Il y a énormément d'applications que le monde ne connaisse pas. Comme par exemple à Montréal, il y a CoinMiles. On va parler de CoinMiles. Si vous pouvez l'utiliser, c'est une application pour recevoir des bitcoins de retour quand vous faites des dépenses. Mais il y a d'autres applications dans ce genre. Fait que je pense qu'il va y avoir un volet où est-ce qu'on va parler de la technologie, mais surtout dans un point de vue de utilisation pour, pour les auditeurs, pour qu'ils puissent avoir une meilleure utilisation de Bitcoin. C'est bien, c'est bien. À tout souhait. Merci. On va couper ça dans le montage. Ouais, fait que peut-être on peut parler de la semaine Bitcoin. Je pense qu'on a fini de présenter le podcast. En fait, non. Je veux rajouter un petit point pour le podcast. Nos bureaux sont situés à Montréal sur Mont-Royal. Excusez-moi, sur Saint-Denis, à 2 minutes du métro Mont-Royal. Donc, pour les invités qui sont présents à Montréal puis dans les environs Québec, on va essayer de toujours les ramener en personne ici. C'est toujours plus fun de se regarder dans le blanc des yeux quand on jase à nos invités. Donc, si aussi vous êtes dans le coin puis vous voulez jaser à l'un d'entre nous ou à quelqu'un de l'équipe de Verify ou peu importe, ben, il suffit de nous envoyer un message et on va toujours vous accueillir pour un café. Ça nous fait plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, n'hésitez pas. Puis, en espérant que justement on puisse vraiment interagir de proche avec vous autres. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, ça c'est. Ouais, ben en fait, je voulais juste rajouter il y a un autre segment en fait. En fait, la façon qu'on a vu ça, c'est qu'on veut faire plusieurs segments. Puis le dernier segment, ça va être un segment rapide sur nos recommandations. Qu'est-ce qu'on vous recommande, disons, nos recommandations de la semaine. Pas nécessairement des outils ou des technologies, mais genre, lisez cet article qui est très intéressant, écoutez cet autre épisode de podcast qui est sorti, des choses comme ça, pour vous aider à vous instruire dans le Bitcoin. Ouais, les recommandations, c'est toujours le fun de se faire diriger. Pas diriger, mais de se faire recommander des ressources par des experts ou plutôt des personnes qui ont trouvé ces ressources-là à travers les années comme étant véridiques. Mais bon, on peut parler de la semaine Bitcoin, l'été Bitcoin, en fait, le Bitcoin Summer. C'est une idée qui nous est venue un peu tard dans l'été, mais on tenait à quand même commencer le concept parce que je trouve que c'est un bon concept, là, une espèce de, de- de- d'attachement par rapport à une saison puis de ce qu'on peut faire dans une saison pour la communauté Bitcoin. Donc, le Bitcoin Summer, c'est quoi? C'est vraiment une semaine complète remplie d'événements Bitcoin. Plus de 21 événements. Donc, on fait référence bien évidemment au fait qu'il y a 21 millions de Bitcoin et que c'est rare. Donc, c'est des événements qui ont de la valeur. Donc, l'essentiel de l'événement, c'est vraiment 15 ateliers avec des experts qu'on a invités partout à travers la planète dans divers sujets. On a divisé excusez-moi, on a réparti ces ateliers à travers toute la semaine du 16 au 22 août. Et chaque journée, il y a 3 ateliers avec un expert avec une thématique. Et la semaine va culminer avec un grand barbecue. Donc, il y en a peut-être qui sont participés au barbecue il y a 2 semaines. Il y avait environ 120, 125 personnes au moins qui ont participé au barbecue. C'était vraiment le fun. Le monde a adoré. Là, cette fois-ci, on va essayer de se rendre à 200. C'est mon objectif. Donc, ça va culminer avec le grand barbecue. Et évidemment, durant la semaine aussi, il va y avoir des événements le soir. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment l'essentiel des ateliers. Donc, on va peut-être en parler un peu parce que c'est intéressant. Lundi, c'est la journée des débutants qui va vraiment montrer aux gens comment débuter dans le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin c'est important. Donc, un peu un retour aux sources. Et à l'introduction au Bitcoin, on va avoir un invité très spécial. Donc, ça va être Francis Pouliot. Un grand ami à nous et aussi un collaborateur dans tout ce qu'on fait, notamment dans ce podcast Bull Bitcoin et un sponsor avec Verify. Donc lui, on a confiance qu'il va présenter parce que
sais, des fois, les introductions Bitcoin, c'est plate. Fait C'est que souvent plate. c'est plate, mais quand c'est fait par du monde qui savent de quoi ils parlent, c'est pas plate. Fait que- Francis fait une bonne introduction. Là. Genre, Exactement. c'est ça, je pense que ça va être probablement la meilleure partie de la semaine. Ben, ça Ouais. va être une bonne façon de commencer la semaine. Là. Au moins, peut-être même la meilleure partie des ateliers tout court. Là. C'est ça. C'est vraiment pour ouvrir le grand bal de cette conférence. Puis on pensait que c'est une bonne façon de débuter. Par la suite, on va avoir un atelier sur les ateliers sur les portefeuilles mobiles. Et on va éviter du monde d'un des portefeuilles que nous, on conseille normalement d'un point de vue sécurité, d'usabilité. Et on va finir la journée avec une présentation sur l'anonymat et aussi présenter un outil qui s'appelle Wasabi qui permet de mixer des coins, donc de couper l'historique de vos bitcoins pour qu'ils ne soient pas détectables, soit par des agences d'analyse du blockchain ou quoi que ce soit. Donc, c'est une journée assez intéressante. Je vais peut-être parler de la deuxième, tu parleras des restes. Deuxième journée, c'est vraiment une journée, je pense, sûrement la plus importante parce que c'est le Huddle Day, la journée Huddle. Dans le fond, on vous enseigne on vous donne des outils pour savoir comment bien détenir vos bitcoins parce que Bitcoin, c'est vraiment, selon nous, une manière de préserver de l'argent à travers des générations. Donc, quand c'est question de préserver de l'argent à travers des générations, il faut savoir comment le sécuriser, comment le traiter. Donc là, on va avoir 3 ateliers encore cette journée-là, mardi. On va parler de multisig, donc de technologie multisignature. Écoutez, ici, il y a des mots qui vous semblent qui sont un peu chinois. C'est normal, c'est compliqué le Bitcoin, puis on va tout démystifier ça en temps et lieu dans plein d'épisodes. Mais pour ceux qui sont intéressés, on a déjà d'autres ressources par rapport à ça. Mais bon, multisignature qui permet de distribuer le risque géographique relié à un site particulier. On va vous montrer comment faire ça grâce à des logiciels qui sont conçus pour ça, dont Spectre par exemple. On va parler de ça. On va parler de rouler votre propre nœud Bitcoin. Donc avoir votre propre serveur Bitcoin, votre propre historique du blockchain qui vous permet d'être vraiment indépendant et vraiment aligné avec tout ce qui est le concept pair à pair dans le Bitcoin. Et on va aussi avoir un invité là, qu'on adore beaucoup, de Rodolfo de CoinKite, qui est un fabricant d'appareils Bitcoin, mais surtout du fameux portefeuille Cold Card qu'on considère comme le portefeuille le plus sécuritaire puis le plus approprié pour préserver du Bitcoin à très long terme à cause de la philosophie de sécurité qui est reliée avec le fait qu'il n'y a pas de flafla, c'est juste pure sécurité, puis c'est fait pour ça, puis ça marche. Donc on est très content d'avoir cette journée-là là, qui peut vous apprendre vraiment à préserver le Bitcoin de la bonne façon. Évidemment, c'est un peu notre expertise à nous à Verify. On aide les investisseurs Bitcoin à détenir le Bitcoin de la bonne façon parce qu'on s'entend qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font ça mal. Combien d'entre vous ont encore vos coins sur Binance ou quelque chose? Vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais il faut se questionner. Puis ça peut être dangereux. Puis faut faire attention. Là. Juste cette semaine, il y a 2 jours, Binance a dit que les comptes non vérifiés, les gens qui n'ont pas soumis leur passeport, ils vont avoir une super basse limite pour retirer leur Bitcoin. Donc, tu vois, c'est des gens en train de... À chaque jour, il faut rester alerte. Là. Si on est en train de faire ce genre d'erreur, on risque de bientôt être coincé. Là. Donc, puis il y a aussi, il n'y a pas CZ dans le fond qui recherche un nouveau CEO pour vraiment plus dans l'aspect réglementaire parce qu'ils sont rendus là. Ils ont attiré tellement d'attention sur eux, tellement d'utilisateurs, ils ont bien fait leur business, on s'entend. Mais là, ils sont rendus à une étape où ils vont se faire taper sur les doigts. Fait que le business va plus être OK, comment on fait pour pas se faire détruire par les régulateurs et pas se faire ben énormément. Juste dans le dernier mois, Binance est plus en Ontario, ils sont plus disponibles au Royaume-Uni. Il y a une investigation après eux aux îles Caïmans, au Singapour, au Japon. Les régulateurs américains les pointent du doigt aussi. Il y a des poursuites américaines qui s'en viennent. Donc oui, là on est totalement passé dans la phase. La justice s'en vient. Elle va essayer de nous rendre la vie difficile et il faut lutter contre.
Non, donc c'est sûr. Donc si vous avez des coins sur Binance ou peu importe dans un autre échange et vous ne tradez pas nécessairement activement ces fonds-là, on vous invite à les sortir dans votre propre solution de sécurité. Puis si vous ne savez pas comment faire, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Pour peut-être continuer avec la semaine aussi, parce que sinon je pense qu'on va s'égarer dans un autre sujet. La journée de mercredi, ça va être Lightning. Tu veux-tu Ouais, ouais, décrire un certain. peu? Ben, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, après qu'on vous enseigne à stack des sats de manière privée et à les hold, comme on dit, on va se lancer dans le Lightning. Donc, le futur du Bitcoin, tu sais. Puis, oui, et non, genre, notre idée est que le monde doit hold leur coin. C'est probablement ce qui est le plus bénéfique pour eux, tu sais. Mais Lightning est là. Lightning va être utilisé partout sur la planète à ce point-ci. Euh, on a vu qu'avec le Salvador, le Lightning va devenir mainstream au Salvador, utilisé par des grosses entreprises Bitcoin comme Strike ou un projet comme Bitcoin Beach. Mais non seulement le portefeuille du gouvernement va avoir Lightning intégré dessus. Donc, on va commencer avec une histoire on essaie de trouver un invité qui va nous présenter son point de vue en Amérique latine, de l'utilisation de Lightning en Amérique latine, pour des gens qui sont dans des conditions totalement différentes de nous. Fait, on va voir vraiment l'utilisation actuelle de Lightning. euh, et on va commencer avec ça, avec les concepts de base. Mais ensuite, on va plonger dans les applications Lightning. Parce que les gens, ils savent pas, ou ben, il y en a qui savent, mais pour beaucoup, c'est un mystère encore, que Lightning, non seulement c'est des transactions instantanées peu importe la taille et avec bas frais, mais en plus, avec Lightning, tu peux faire une tonne de sortes d'applications, comme des applications DeFi, d'une certaine façon, ou des applications juste d'autres utilisations. Par exemple, Sphinx, qu'on veut présenter, c'est une application où est-ce que les gens peuvent s'envoyer des messages encryptés, comme Signal ou WhatsApp, mais utilisant Lightning et avec des outils open source. Ça n'a pas besoin d'utiliser le blockchain du tout, là. Mais ça peut utiliser quand même les technologies de Lightning pour de l'anonymat, pour de la scalabilité, pour la cryptographie et bien d'autres raisons. En fait, même Sphinx est non seulement une plateforme pour s'envoyer des messages, mais maintenant tu peux même genre télécharger des podcasts à travers Lightning en utilisant Sphinx. On va peut-être faire ça. On va sûrement faire ça. Puis, en plus, tu peux c'est un réseau de paiement. Fait que tu peux. euh, le paiement est intégré là-dessus. Les gens ils peuvent payer des SaaS, recevoir ton podcast. Donc, on va parler de Sphinx puis d'autres types d'applications que Lightning développe. Puis on va finir avec c'est quoi le futur de Lightning, comment rendre Lightning utilisable par des milliards de personnes, des technologies de scalabilité. Il va y avoir Étienne de Bull Bitcoin, aussi connu comme Kexki, qui va venir présenter les technologies de scalabilité de Lightning, dont LNURL, qui est une technologie pour rendre plus facile l'utilisation de Lightning, activement en développement. Puis, bien d'autres choses. Donc, ça, c'est la troisième journée. Sachez qu'après chaque journée d'atelier qui va avoir lieu entre comme 10 et 16 heures, il va y avoir des soirées. Comme on va aller au bar, on va aller au resto, on va aller sur la terrasse de notre espace de travail. Donc, on va aller au parc s'il fait beau. Donc, on va faire toutes sortes d'activités durant les soirées aussi. Donc, vraiment des journées complètes, là, une semaine complète. C'est ça que c'est. L'été Bitcoin à Montréal. Donc, la quatrième journée, on va parler de. C'est une journée qui est, disons, axée sur les gens qui veulent apprendre à bâtir des entreprises Bitcoin ou devenir un professionnel Bitcoin. Donc, ça s'appelle la journée de Building Businesses Day. Donc, la journée où on parle de comment bâtir des entreprises Bitcoin. Puis, il va y avoir Mario de Leden. Leden, c'est une plateforme pour emprunter du Bitcoin ou des dollars en utilisant du collatéral ou l'inverse pour prêter ton Bitcoin et recevoir un intérêt sur ça. Donc, Mario va présenter comment il engage la communauté de l'Eden et comment il fait son travail et il communique avec les clients et la communauté de l'Eden, dans le fond. Ensuite, ça va continuer avec Nox. Alex, le PDG de Nox, va venir nous parler de qu'est-ce que c'est rouler le business Nox, qu'est-ce que c'est
entreposer des millions de bitcoins, de dollars en bitcoin, ou même plus, de l'avoir avec, de faire des contrats avec des assureurs, comme des gros assureurs, pour assurer les bitcoins. Dans le fond, Knox, leur service, c'est tu déposes tes bitcoins chez eux. C'est sûr que c'est pas cypherpunk, là, mais on sait que, disons, les institutions qui achètent bitcoin vont pas le faire, vont pas faire un cold card, là. En fait, il y a même des raisons légales qu'ils doivent pas avoir le contrôle des bitcoins qu'ils gardent pour leurs clients. Euh, donc, Knox est là pour les institutions qui veulent entreposer des larges sommes de bitcoin, mais qui veulent que ce soit assuré. Parce que pourquoi courir le risque? Il va nous parler de comment s'érouler ce genre d'infrastructure et comment servir ce genre de clients. Finalement, on va parler de Verify. On va parler de comment on a construit techniquement Verify. On va essayer de parler dans le concret, la construction technique, légale, ou les étapes qu'on a fait pour bâtir les outils qu'on utilise, les erreurs qu'on a commis, puis les leçons qu'on a appris de cela. Donc ça va être la quatrième journée, vraiment axée sur vous aider à devenir des professionnels Bitcoin, parce que on est plus en plus, je parle à du monde dans la communauté, tout le monde veut travailler dans une compagnie Bitcoin, c'est le fun, tu fais une bonne cause, C'est très fun. puis ça grandit et il y a de l'opportunité. Tu peux travailler à partir de chez vous, à partir du Costa Rica, du Mexique, peu importe où tu es sur la planète, tu travailles où tu veux euh, et tu vis ta vie comme tu veux. Puis les entreprises Bitcoin payent souvent en Bitcoin, dont nous. Puis c'est le fun de se faire payer en Bitcoin. Donc, finalement, le vendredi, on va parler du DeFi on Bitcoin. Donc, oui, on a pris un titre un peu sensationnaliste, mais c'est quand même, le DeFi sur Bitcoin existe, techniquement. Il y a des projets comme Atomic.finance qui se lancent. Atomic est similaire aux autres projets DeFi sur Ethereum. Donc, dans le fond, tu vas pouvoir générer un intérêt sur tes Bitcoins en les prêtant, mais tu perds pas le contrôle de tes bitcoins. Tu gardes quand même une clé cryptographique dans un mot de SIG qui te permet de récupérer tes bitcoins si jamais les clauses du contrat ne sont pas respectées. Donc, c'est des contrats intelligents sur Bitcoin, sont en train de se faire. Des projets se bâtissent dedans, par-dessus. Pas besoin de jetons ou quoi que ce soit. Il y en a qui le font avec des jetons, mais c'est pas nécessaire. Ça peut être construit directement sur Bitcoin. Pas besoin d'autres blockchains. Euh, puis sans perdre contrôle de la guerre des Bitcoins. Donc ça va être la première partie. Où, en fait, probablement qu'avant ça, on va parler de RBG. Et en fait, les technologies de troisième couche. Donc, il y a la première couche, le Bitcoin. Il y a la deuxième couche, Lightning. Puis maintenant, il y a la troisième couche, RGB. Ouais, il y a des projets malades mentales du AI sur le Bitcoin, puis l'identité décentralisée, des projets puis des trucs que le monde n'associe pas au Bitcoin par mauvaise compréhension, puis par, je sais pas, peut-être ils se sont fait un peu propagandiser en disant que le Bitcoin c'était une vieille technologie qui servait juste à faire des blocs à tous les 10 minutes, mais c'est complètement faux. Le Bitcoin, c'est un système de communication par lequel il y a des couches supplémentaires d'applications, d'innovations qui peuvent se construire par-dessus. Donc, c'est vraiment comme un truc qui finit jamais de grandir, tu sais. Puis le monde sont souvent comme étonnés quand ils apprennent la connaissance sur le Lightning Network ou sur des projets comme ça sur sur DeFi on Bitcoin, parce qu'ils se sont toujours fait dire que le Bitcoin est capable de rien faire, puis des analogies du type euh, le Bitcoin c'est comme le modèle T, puis mon shitcoin à moi c'est une Lambo, genre. Fait que on essaie de briser un peu ces idées préconçues, puis de la bonne façon, en discutant, en vraiment présentant les faits, puis en présentant les projets qui se font sur Bitcoin par des personnes super talentueuses, super motivées, super alignées avec aussi les idéaux du Bitcoin, qui est vraiment encore la décentralisation, la liberté, l'indépendance. Donc, cette semaine, c'est vraiment ça, tu sais, le Summer Bitcoin, c'est non seulement un endroit pour jaser, rencontrer du nouveau monde, euh, pour peut-être faire des connaissances, peut-être faire rencontrer des futurs partners de business,
C'est comme ça qu'on a rencontré une partie de l'équipe chez Verify, mais n'importe. C'est comme ça que tu vois, tu peux faire facilement confiance, ou du moins tu peux facilement détecter si quelqu'un est digne de confiance dans ce genre de contexte-là. Avec Donc, certaines limites aussi, hein. Faut pas trop, genre, il y a des choses qu'il faut pas faire, là. Faut pas dire le nombre de bitcoins que t'as, faut pas dire, oui, oui, tu sais, ah, je l'ai acheté vraiment ouais. tôt, tu sais. Je vous conseille quand même de garder, tu sais, une réserve. Il n'y a Puis, aucun Bitcoin dans la salle de podcast, donc essayez pas de venir nous braquer. On n'a rien, puis nos clés sont distribuées anyways, donc essayez pas de nous jouer un mauvais tour. ben moi, je les ai perdus dans un accident de bateau. Ah oui, c'est ça. L'accident de bateau. Puis moi, je les ai vendus, ça fait longtemps. J'en ai plus. Ouais, c'est Ouais, ça. j'en ai plus non plus. Ouais, faut pas essayer de quoi que ce soit. Ouais. Petite information technique technique. Un détail sur la conférence. Ça coûte 300 $. On a déjà vendu la première batch. Ça a parti extrêmement rapidement. C'est sûr que là, il y a des limitations d'un point de vue euh, à cause les trucs COVID. On peut faire jusqu'à un certain nombre de personnes dans une salle, puis on veut quand même que ça reste un peu euh, tissé serré dans le sens qu'on veut pas que ça soit une conférence avec 1000 personnes. C'est vraiment des ateliers où on demande aux personnes de ramener leur laptop, puis ils vont jouer avec les différents logiciels et tout ça. On va pouvoir prendre des notes. Mais on va quand même lancer une deuxième batch de billets parce que ça s'est vendu tellement rapidement dans la semaine qui suit. Donc, qui va permettre à peut-être une dizaine de personnes de plus de nous rejoindre. Mais comme Gustavo a dit, il y a aussi des événements le soir qui vont être plus des événements pour le fun, resto, bar, qui vont permettre aussi d'avoir du fun. Et évidemment, le barbecue, ça c'est, s'il vous plaît, parlez-en à tout le monde que vous connaissez. Tous ceux qui sont venus au dernier barbecue ont été absolument ravis. Il y avait du monde, c'était très inclusif. Il y a du monde vieux, jeune, de toutes les origines. Tout le monde s'alignait, tout le monde parlait avec tout le monde. C'était pas une conférence cocktail 5 à 7 plate où tout le monde est pogné. Puis, tu sais, Ah non, c'était super fun, là. tu sais, on avait plein de bouffe, plein de bière. Puis, donc, ça va être le fun. Bon. Tout le monde s'amuse dans ce genre Ouais. d'événement, là. Il y a personne qui part pas content, là, tu sais. Ouais. Puis en fait, tout le monde reçoit plus qu'ils s'attendent. Ouais. Puis tout le monde est là pour répondre à des questions, pour tu sais, rire, jaser, boire une bière, fumer un joint. Vraiment tout, là. On a Ouais. juste du fun. Ouais. C'est ça le but. C'est ça le but de la semaine, c'est d'avoir du fun. On a été à Miami pour la conférence Bitcoin 2021. Puis c'était super, là. C'est là qu'on a, tu sais, en fait, ça l'a un peu inspiré la semaine Bitcoin, tu sais, c'est Ouais. voir autant de Bitcoiners, tu sais, se parler, s'échanger, tu sais. Tu sais, tout le monde est parti de la conférence Bitcoin en se disant, genre, je veux pas partir. Je veux rester Ouais, avec c'était la fun. communauté pour toujours. Ouais. Comme ça. Donc, on essaie de recréer quelque chose comme ça à Montréal. Tu sais, il y a du monde, en fait, d'autres villes qui vont même venir. Ouais, il y a du monde qui vient de Toronto. Je pense qu'il y a même du monde qui vient de la Colombie-Britannique. Ah ouais. Ouais, je te Wow. dis, il y a du monde qui vient partout du Canada. Non, non, mais on était étonnés à quel point c'était ça pogné là, pour de vrai. Là. Fait C'est juste que, le début, là. c'est juste le début. C'est juste le C'est juste début. le début. Puis, faut pas oublier, là, le dimanche, après le gros barbecue, le party, dimanche, on s'en va faire une randonnée. Randonnée. Ouais. On appelle ça la randonnée Bitcoin. Donc, je pense on va faire ça plus facile là, parce que je m'inquiète un peu pour samedi. Là, ça va être un peu, Ça va être c'est le un gros peu party. intense. Fait que dimanche, le monde va être un peu gueule de bois et tout. Donc, je pense qu'on va juste monter le Mont-Royal, mais on va avoir des, euh, des drapeaux Bitcoin, puis ramener. Puis là, le but, ça va être juste de monter le Mont-Royal, prendre des photos pour le fun. Puis un peu Quasiment une dégriser manifestation, là. Ouais, ça, non, peut-être faire du bruit. Là, il y a du monde qui vont voir nos drapeaux, puis on va peut-être en convertir quelques-uns en route pour le fun. Donc, Bonne façon de ça va. clôturer ça, là. C'est ça. Puis lundi après, fait qu'il faut quand même rester tranquille. On ira sûrement bruncher quand même. Ah, c'est ça, bruncher. Puis oui,
malheureusement, l'événement en tant que tel est en anglais euh, pour la simple et unique raison que, bon, il y a la majorité des invités qu'on a invités pour la conférence étaient anglophones. Puis ça aurait été un peu compliqué de faire ça hybride, mais, mais je pense que dans le futur, ça va être, on va être en mesure de faire les deux. Cette fois-ci, on est allé avec la simplicité cette fois-ci. Mais bon, tout le monde qui va être là vont être sûrement très bilingues, donc je pense que ça va pas être un problème pour la grande majorité. Ben, je pense qu'on va en faire d'autres, là. Tu sais, je suis pas mal sûr le monde va me dire, faites-en un autre, faites-le en français. On connaît assez de monde Bitcoin en français qui Ouais. peuvent présenter aussi. Donc, je pense que la semaine Bitcoin en français va probablement se suivre pas longtemps après. Bon, on verra, là, puisque là, l'automne s'en vient, Le les règles passeport. changent, il y a probablement un passeport vaccinal qui s'en vient. Donc, tu sais, les choses changent. Et en fait, c'est pour ça on voulait faire l'événement l'été Bitcoin à Montréal, parce qu'on est comme l'hiver s'en vient, pas encore, mais ça va changer. On veut profiter de l'été. On Mm. veut que les gens dans notre communauté profitent. Donc, on y va à fond, puis cette semaine-là va être incroyable. Yes, yes. Donc, très hâte à ça, très hâte à ça. Juste finir pour dire que tout va être enregistré en ligne puis diffusé. Donc, si vous ne pouvez pas être là en personne, vous pouvez nous suivre en ligne. Puis vous allez voir toute la conférence avoir lieu. On essaie de juste le diffuser à le plus de monde possible pour que tout le monde puisse profiter du contenu qu'on développe. Ouais. Fait que là, parlons juste avant de sauter dans les nouvelles. On va faire quand même un segment de nouvelles brièvement, mais juste avant de sauter là-dedans, je veux parler des sponsors du podcast. Donc, le podcast est sponsorisé premièrement par Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, c'est un échange pour acheter du Bitcoin en ligne au Canada. Et la différence de Bull Bitcoin avec les autres compétiteurs, c'est que chez Bull Bitcoin, c'est fait de manière non custodial. Donc, on vous livre les bitcoins immédiatement dès que vous faites l'achat. Il n'y a pas une possibilité que Bull Bitcoin disparaisse avec les bitcoins. Les bitcoins sont dans votre possession et votre possession seulement. Non seulement ça, Bull Bitcoin offre le service de vente de bitcoin. Vous pouvez envoyer de l'argent à n'importe quel compte de banque, donc pas juste à vous. Vous pouvez envoyer du bitcoin en Bull Bitcoin, puis ça va dans le compte de banque d'un fournisseur, d'un collègue, peu importe. Ou vous pouvez aussi payer des factures directement avec Bull Bitcoin. Donc, ce qui veut dire, je paye ma facture d'hydroélectricité directement en Bitcoin. L'hydroélectricité reçoit en dollars. C'est réglé, c'est fini. Donc, il y a ça, la possibilité d'acheter et vendre. Et le support à la clientèle est super intéressant là, chez Bull Bitcoin. Ils répondent à toutes les questions. Ils vous aident à faire votre propre portefeuille. Mais tu sais, c'est par le clavardage instantané, vous pouvez recevoir de l'aide. Fait que pour acheter du Bitcoin ou pour en vendre, allez sur bullbitcoin.com. C'est bullbitcoin.com. Bullbitcoin.com. Et ensuite, le deuxième sponsor du podcast, c'est Verify. Donc, Verify, notre startup à nous. Vas-y, Maciek, présente-nous Verify. Oui, donc Verify, on est vraiment concentré à aider les gens. Tout ce qui est Bitcoin, c'est vraiment une entreprise de consultation, mais surtout spécialisée dans la sécurisation. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment gérer exactement la sécurité, c'est un concept nouveau. On dit souvent Be Your Own Bank. Donc, être sa propre banque ou Not Your Keys, Not Your Coin. T'as pas de clé, c'est pas tes coins. C'est quoi que ça veut dire, tout ça exactement? Vous avez des coins sur un échange. Vous êtes incertain de comment installer un portefeuille comme Ledger ou quoi que ce soit, ou vous voulez même aller plus loin dans votre sécurité parce que vous avez vraiment beaucoup d'argent dans le Bitcoin et vous voulez être certain que vous êtes protégé de vol, de hack ou d'erreurs humaines, de votre propre par exemple, erreur qui pourrait faire en sorte que vous perdez vos Bitcoins, ou même de votre propre décès. Malheureusement, il faut y penser. Tout ce qui est héritage, comment vos bitcoins vont être transférés à vos proches une fois qu'il arrive un décès ou une incapacitation. Donc tout ça, on s'occupe de vous guider dans tout ce parcours-là. On a les outils, on est alerte avec toutes les dernières technologies de sécurité. On suit ça pour vous, pour toujours vous donner la meilleure qualité puis la meilleure service possible.
Donc, pour ceux qui ont des besoins en sécurisation, vous pouvez nous contacter en tout temps. On a plusieurs formules dépendamment de vos besoins spécifiques. Donc, on est vraiment... ça fait un bout qu'on fait ça. Nos plus gros clients avaient plusieurs centaines de bitcoins, puis ils gardent ça à travers, par exemple, plusieurs continents, à travers un système vraiment plus sophistiqué. Sinon, on aide aussi des entreprises plus d'un point de vue institutionnel à embarquer dans le Bitcoin, à le comprendre, vous avez des besoins particuliers dans l'entreprise au niveau du Bitcoin, pas juste au niveau de l'acheter ou de le vendre, mais aussi de l'utiliser d'un point de vue protocolaire du réseau ou quoi que ce soit. On est là pour vous aider à faire votre structure de wallet, à comprendre les nouvelles technologies Bitcoin. On est là pour ça. Et aussi pour tout ce qui est plus accompagnement dans l'achat et la vente, on est en mesure de faire ça aussi. Il y a du monde qui aime ça, avoir quelqu'un qui surveille, qui surveille quand ils font une grosse transaction. Tu sais, des fois, il y a un client il y a des clients qui nous rappellent tout le temps, puis on est comme, tu sais, euh, fais-toi confiance, mais tu sais, en même temps, ils veulent toujours avoir quelqu'un pour être certain que la transaction se passe bien parce que c'est une grosse somme. Fait qu'on est là pour ça, on est là pour ce genre de besoin. Donc, ça, c'est nous Verify. Donc, ouais, c'est les deux sponsors. Peut-être, si ça devient populaire, on va peut-être en avoir plus. Mais pour l'instant, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. Merci, Maciek. Donc, cette semaine, peut-être on peut commencer à en parler avec un petit... on va écouter un petit audio de Jerome Powell, qui est le directeur de la Banque fédérale des États-Unis, de la Banque centrale, donc la Réserve fédérale américaine. Jerome Powell parlait plus tôt cette semaine, et on va l'écouter. Oui, juste aussi mentionner, dans le fond, il n'y a pas longtemps, ceux qui calculent, dans le fond, l'inflation aux États-Unis ont déclaré justement une inflation d'environ 5,4% annualisée qui a été calculée. Donc, c'est vraiment un des plus hauts taux d'inflation depuis des dizaines d'années qui arrive aux États-Unis. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi le monde achète du Bitcoin. C'est vraiment pour se protéger de la destruction des monnaies fiduciaires. C'est quoi les monnaies fiduciaires? C'est l'argent fiat, donc l'argent qui est imprimé par les banques centrales, qui, selon moi, selon nous, vaut pas grand-chose, ou du moins est très dangereux et pas optimisé pour préserver de la valeur. On s'entend que on connaît tous les histoires de nos parents, grands-parents qui allaient s'acheter avec $1, même pas, avec 25 cents, ils pouvaient s'acheter des réglisses, du Pepsi, plusieurs barres de chocolat, puis peu importe, là, on connaît tous ces histoires-là, mais on les prend un peu comme, on les prend pour, comme si c'était normal, comme si on s'était fait dire que le fait que notre argent, il se fait déprécier, le fait que notre argent, il perd en valeur, c'est juste normal, mais pourquoi, tu sais? Pourquoi c'est le cas? Est-ce que ça a toujours été le cas? Puis ça, c'est quand c'était à 2% par année. Là, on Ça, est c'est à rendu à 2%. 5% par année. On va être rendu quoi bientôt? Ouais. Ouais, fait Puis, que... dans le fond, c'est ça. Dans cet extrait-là de Jerome Powell, on voit qu'ils commencent à essayer de changer leur discours. Puis, évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Donc, on veut pas comme banaliser tout ce qui est économie, d'essayer d'ajuster les taux d'intérêt, tout ça. C'est vraiment complexe. On sait que on sait que ça va plus que au-delà de ça. Mais on voit que dans leur discours, ils commencent à ah non, l'inflation, c'est juste temporaire. Anyways, c'est ça qu'on va écouter. Puis on va pouvoir en jaser un peu. Laissez-moi une seconde. The concept of transitory is really this. It is that the increases will happen. We're not saying they will reverse. That's not what transitory means. It means that the increases in prices will happen. So there will be inflation, but that the process of inflation will stop. So that there won't be further. When we think of inflation, we really think of inflation going up year upon year upon year upon year. That's inflation. When you have inflation for 12 months or whatever it might be, I'm just taking an example and not making an estimate, then you have a price increase, but you don't have an inflation process. And so part of that just is that if it doesn't affect longer-term inflation expectations, then it's very likely not to affect
the process of inflation going forward. So what I mean by transitory is just something that doesn't leave a permanent mark on the inflation process. Again, I don't mean that producers are going to take those price increases back. That's not the idea. It's just that they won't go on indefinitely. So to the extent people are implementing price increases because raw materials are going up or labor costs or something's going up, the question really for inflation really is, does that mean they're going to go up the next year by the same amount? So you're going to be in a process where the inflation process gets going, and that happens because people's expectations about future inflation move up, and we don't think that's happening. There's no evidence that it's happening. All the evidence is that it's not happening, but nonetheless, we have to watch. On s'entend que c'est n'importe quoi. Ben, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a 3 mois, il disait le contraire. Donc, tu sais, c'est comme quand ton discours, il change dépendant des dernières nouvelles. Quand tu n'as juste plus le choix d'ajuster ton discours. Avant, c'est comme non, il va juste pas avoir d'inflation du tout. Mais là, il dit qu'il y a de l'inflation pour arrêter l'inflation. C'est ça qu'il dit dans le fond. C'est ça. Il dit ils ont fait de l'inflation, puis ça va partir. Il va y avoir une année d'inflation, puis c'est juste une année. Là. Impossible. Classique Jerome Powell, classique directeur de la Banque fédérale des États-Unis, classique politicien américain tout court, tu sais, républicain ou démocrate, aucune différence. Là. Il a été élu par Donald Trump, soi-disant les plus conservateurs fiscalement. Aucune différence. Jerome Powell, pourquoi il dit ça? C'est parce que s'il n'admettrait pas que l'inflation est... S'il dirait que l'inflation est permanente, ben la pression serait trop grande sur lui d'arrêter d'imprimer de l'argent. Mais tu sais, il ne peut pas arrêter d'imprimer de l'argent. Tu sais, le président ne veut pas. D'imprimer tout ça. Là? Ben, c'est sûr qu'il y a... Le climat économique est tel que, genre, c'est vrai que s'ils n'impriment pas plus d'argent, tout collapse. Ouais. Ils n'ont pas le choix d'imprimer de l'argent. Ils n'ont pas le choix d'avoir tous ces outils puis tous ces marchés qui tiennent le marché économique financier global. Sinon, ils tombent. Mais il y a de la pression politique. Il y a des politiciens qui vont à la télé, qui mettent la pression sur lui. Le président l'appelle, c'est sûr qu'il met de la pression sur lui. Les chefs des grosses banques américaines l'appellent, c'est sûr qu'ils mettent de la pression sur lui. Donc, tout le monde autour de lui, puis même lui... Au dépend des citoyens américains, malheureusement. Au dépend des citoyens, mais tu sais, surtout... Le pire, c'est non seulement c'est aux dépens des citoyens, c'est que souvent, imprimer de l'argent utilise l'argument que c'est bon pour les citoyens. Non seulement c'est aux dépens de eux, mais on les humilie en disant c'est pour vous, mais c'est aucunement pour vous. Genre, si on regarde, disons, les milliards qu'ils impriment dans leurs gros projets législatifs, ben, puis on regarde les détails, les millions, les milliards s'en vont partout dans les poches des amis là, puis des donateurs. C'est ça le but. Le but est de imprimer de l'argent à l'infini. On a une excuse pour le faire, le COVID et maintenant l'instabilité économique, où on imprime l'argent pour aider à l'inflation. Là, c'est rendu ça. C'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ridicule. Moi, je trouve que justement, le Bitcoin, c'est une façon de se re-questionner là-dessus. Puis l'inflation, c'est vraiment la taxe, c'est une taxe cachée, la plus criminelle selon moi. Parce que c'est une taxe que le monde n'a juste aucun moyen de calculer, puis aucun moyen de s'ajuster avant que ça les affecte directement. T'sais. Puis moi, j'aime ça souvent présenter l'inflation d'un point de vue de temps. T'sais. Parce que quand tu présentes ça, OK, 5%, OK, tu dis à quelqu'un, tu perds 5% de ton pouvoir d'achat annuellement cette année, juste cette année, mais il faut le voir, par exemple, en temps, okay, parce que le temps, c'est de l'argent. Quand tu travailles, tu convertis ton temps en une forme d'argent pour éventuellement le dépenser en retour. Mais là, 5%, c'est quoi 5%? Dans une semaine, 5%, c'est combien d'heures? Tu travailles 40 heures par semaine. C'est combien d'heures dans la semaine qui t'est enlevé, littéralement volé, sans que tu puisses absolument rien faire. Si quelqu'un travaille pendant 40 ans, puis aurait fait des épargnes pendant 40 ans, puis en une année, il y a 5% d'inflation, ça veut dire que c'est comme si une année, environ 1-2 années de sa vie au complet de travail, d'épargne, se vaporise
sans qu'ils puissent rien faire. Tu sais. Ça, c'est Fait- juste le premier 5%. Non seulement il faut compter que quand l'inflation, quand on dit 2%, 5%, ça c'est cumulatif. Donc, si ton salaire augmente pas à l'année 1, la deuxième année, c'est plus 5%. C'est rendu 6% parce que c'est 5% sur le nouveau montant. Et ainsi de suite. Tu te rends à 30 ans, c'est plus 5%, c'est plus que 100% d'inflation. Donc, mais les gens vont répondre à ça, dire, ben les salaires augmentent. Puis c'est vrai, les salaires augmentent. Il y a définitivement eu de l'augmentation de salaire dans les dernières années. Le salaire minimum, le salaire dans plusieurs industries. Dans plein de pays. En fait, aux États-Unis, il y a eu une énorme croissance des salaires. Aussi, il y a une pénurie de travailleurs. Les gens ne veulent pas travailler suffisamment, donc les salaires augmentent. Puis ça, c'est un bon argument. Mais là, vous pouvez ensuite le mettre vraiment toutes les données sur un tableau. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle WTF happened, HAPPENED, in 1971.com, 1971.com. What the fuck happened in 1971, exactement. Puis là, tu vois toute l'analyse de données qui montre que non, c'est pas vrai. L'inflation continue à augmenter, puis les salaires augmentent pas tant que ça. Donc, au bout du compte, on peut le voir. C'est pas vrai. L'inflation frappe les gens, ça fait des dizaines. En fait, ça a commencé en 71. Puis je pense qu'on va parler de ça plus en détail à un autre moment, mais en résumé, c'est le moment que le dollar américain et toutes les autres monnaies du monde ont décidé de ne plus avoir aucun endo. Ils ont dit on ne va plus être basé sur l'or, le dollar américain. On va juste être basé sur rien. On va imprimer de l'argent à l'infini. Puis, il ne va jamais avoir une équivalence entre le dollar ou n'importe quoi d'autre. Puis, ainsi de suite, tous les autres pays se sont dit OK, ben nous, nos monnaies étaient basées sur le dollar. Maintenant, le dollar est basé sur rien. Donc, pourquoi on va être basé sur le dollar? On va être basé sur rien non plus. Donc, ça, c'est ça qui est arrivé en 1971. L'inflation a frappé. Mais là, de nos jours, on est rendu à une autre étape. Là. Puis Powell le sait, Biden le sait, ils le savent. Mais le pouvoir politique est trop important pour eux pour reculer à ce point-ci. Là. Ben, ils peuvent pas être ceux qui disent qu'ils se sont trompés en premier. T'sais. Le problème aussi avec l'inflation, c'est que le taux officiel, ben, c'est pas le vrai taux d'inflation parce que justement la façon que tu calcules le taux d'inflation peut varier selon ta méthode. Fait que j'imagine que justement ça reflète pas vraiment la réalité parce que ça prend pas en compte des données comme par exemple l'éducation aux États-Unis qui elle a continué à augmenter d'une manière significative. Aussi l'habitation, je pense aussi qui est pas inclus là-dedans. Donc on s'en fout parce que sûr, tu regardes par exemple une télé de même, ça coûte pas cher, là, mais on s'en fout de ta télé, là, c'est pas ça qui te fait vivre bien ou non. Fait qu'on va inclure des biens, supposément des biens communs de consommation dans ce panier pour déterminer l'inflation. Mais on se rend compte qu'il manque tous les trucs importants dans ce calcul-là. Fait que oui, l'inflation est de 5 points quelques, mais sur des trucs qui sont un peu pas importants. Puis ça dépend des pays aussi. Genre, il y a des pays qui vont analyser l'économie américaine, comme l'Europe, puis ils vont sortir avec d'autres chiffres. L'inflation est plus élevée quand elle est analysée du point de vue européen aux États-Unis que quand elle est analysée des Américains eux-mêmes. Donc, même entre les pays eux-mêmes, il y a une divergence sur qu'est-ce que c'est l'inflation, qu'est-ce que sont les biens et les services qu'on doit considérer dans ce panier pour bien calculer la hausse et la baisse des prix. T'sais. Donc, non seulement il y a de la divergence dans les pays, puis genre, ce processus est corrompu à un certain point. Là. Puis il y a d'autres choses. Comme disons, tu te rappelles, on parlait avec Nathaniel l'autre fois, puis il a ramené l'argument super intéressant que genre, dans ce panier de biens, il y a énormément de produits technologiques comme une télé, une auto, un ordi, des produits qui perdent la valeur avec le temps de manière naturelle. Il n'y a rien qui perd ou qui juste baisse en coût de production. Tu sais, genre, une télé, combien qu'elle coûtait à faire en 1960 versus combien qu'elle coûte à faire aujourd'hui pour la même technologie, la même qualité. C'est incomparable la baisse de prix qu'il y a eu par rapport à la performance dans les télés, dans les ordis, dans les téléphones cellulaires. Donc, tu mets ça dans le panier,
naturellement, ça fait paraître qu'il n'y a pas autant de hausse de prix parce que ça rentre dans la moyenne. Mais évidemment que c'est comme tricher un peu, là. Donc, il y a ce concept-là aussi, tu sais. Puis, à ce point-ci, là, tu sais, les politiciens ont juste trop de... Tu sais, c'est juste trop facile pour eux d'imprimer de l'argent puis le donner à tout le monde puis avoir des votes, hein. C'est juste ça, le jeu à ce point-ci, tu sais. Puis, c'est pas Fait caché, là. grosse question, c'est-tu le Bitcoin qui monte ou c'est la monnaie fiat qui tombe, tu sais? Je pense les deux, tu sais, parce que le Bitcoin, il monte juste parce il est pas à son prix ultime, là, tu sais, genre. Mais il y a les deux qui se passent, tu sais, genre. C'est pas juste le Bitcoin qui monte. Les stocks, les actions de bourse des compagnies sont au niveau le plus élevé. Puis chaque jour, ils montent L'immobilier de aussi. plus en plus. L'immobilier, chaque jour, une semaine et mois qui passent, l'immobilier augmente. Tu sais, pourquoi ces actifs-là? Parce que l'argent est imprimé, elle va dans la poche surtout des gens riches qui sont connectés au gouvernement. Puis c'est pas des théories de complot, ça. Là. Genre, tout est très documenté. On le sait très bien comment ça s'appelle. Ça fonctionne, ça. Ça C'est ça s'appelle... que les complotistes ils disent que Ouais. c'est pas une théorie de complot. Ben, tu sais, les gens, ils peuvent s'éduquer sur l'économie, puis tu sais, sur l'information de ce qui est en train de se passer pour de vrai, tu sais. Puis ils peuvent lire les projets de loi, comme moi j'ai fait dans le passé. Ils peuvent voir aussi le concept d'effet cantillon. Quand tu imprimes l'argent, elle se retrouve souvent dans les mains des riches d'abord. Les riches investissent leur argent dans la bourse, dans l'immobilier, dans le Bitcoin. Ça fait augmenter le prix de ces actifs d'abord. Et ça ne fera pas encore la nourriture. En fait, la nourriture, les gens ils parlent souvent de ça. Là. Ça va être un des derniers trucs à être affecté. C'est énormément financé par le gouvernement pour être stable. Donc, c'est. Puis, je voulais juste finir avec le point que quand il y a autant de séparation entre les riches puis les autres, parce que l'argent est imprimé puis elle finit souvent dans la poche des riches, comme on a clairement vu en 2008, quand le gouvernement a juste donné des trillions aux banques, puis a donné rien au peuple. T'sais. Puis on le voit encore aujourd'hui avec le COVID. On le voit. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, énormément de gens se fâchent. Et les gens se retrouvent à s'en aller vers des politiques de gauche extrême ou de droite extrême, ou le populiste, le socialiste. Pas juste juste des alternatives politiques. T'sais. C'est une des raisons pourquoi Donald Trump était autant populaire. C'est beaucoup de monde qui ont souffert les conséquences financières de 2008, qui se sont dit, ce système n'est pas fait pour moi, il faut un changement. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Là. Puis les politiciens, ils le savent, puis ils en profitent pour prendre le pouvoir. Ben, c'est pour ça que j'aime le Bitcoin autant, tu sais, c'est que on assiste à de la division dans plein de sphères de notre vie. Puis les gens, ils sont divisés partout à travers la planète, tu sais, même au Québec, sur divers sujets. Puis ça peut même devenir, il y a des incitations plus même violentes ou quoi que ce soit, ça peut dériver en quelque chose de vraiment mauvais. Tandis que le Bitcoin, lui, c'est un peu une protestation pacifique contre tout ça. C'est vraiment l'instrument des gouvernements le plus puissant, c'est celui qu'ils ont sur la production et la gestion de l'argent. Parce que si c'est eux qui forcent l'utilisation d'une certaine monnaie fiat dans un certain espace géographique donné, ben ils peuvent tout faire. Ils peuvent contrôler la population, ils peuvent les faire faire ce qu'ils veulent en manipulant les taux d'intérêt, en faisant de l'inflation ou en peu importe ce qu'ils font. Alors que le Bitcoin, justement, c'est un argent complètement libre, inclusif, qui peut être contrôlé par personne. Il n'y a pas d'organe centralisé qui gère le Bitcoin. Fait que le Bitcoin, pour moi, c'est comme un vote, un peu un vote pour se retirer de ce système-là, ne plus y participer, ne pas mettre l'essence sur le feu. T'sais. Fait que pour moi, c'est ça qui fait que le Bitcoin est important. C'est pas juste une façon de faire de l'argent canadien en retour. T'sais, le but du Bitcoin, pour moi, c'est pas d'investir dans le Bitcoin puis d'en ressortir en faisant 20% en cash canadien. C'est pas ça le but. Le but, c'est de redéfinir la notion même de l'argent, de revenir à une forme d'argent plus pur. Puis ces pouvoirs-là un peu extrêmes, les banques centrales qui ont selon moi, trop d'influence sur nos vies directement, ben, faudrait leur enlever, puis Bitcoin, c'est la solution.
C'est définitivement la solution pour avoir plus d'indépendance, tu sais, puis protection à l'individu. Chose que on s'éloigne de plus en plus en suivant les banques centrales, les politiciens, les banques commerciales. Les banques commerciales sont là-dedans aussi. Tu sais. Elles peuvent imprimer de l'argent, elles aussi. Ouais. Quand tu vas puis tu prends une hypothèque, cet argent-là est imprimé. La banque commerciale l'imprime elle-même. Donc, tu sais, le système actuel, tu sais, il y a plusieurs acteurs. Tout le monde qui est là-dedans est trop là-dedans pour s'en sortir. La seule façon de s'en sortir, c'est avec le Bitcoin. Acheter du Bitcoin. Tu sais, y a du monde qui prédisent l'effondrement de l'argent fiat depuis très longtemps, puis de la dette des nationales, puis tout ça, puis ça monte, mais ça crash jamais. T'sais. Fait que là, c'est comme, est-ce que les Bitcoiners, c'est pas juste un groupe d'individus que c'est pas laver le cerveau pour dire non, on croit à notre Bitcoin, puis tout ça, ça va s'écrouler à un moment donné, on le sait, puis c'est juste une question de temps. Puis, tu sais, il faut faire attention de ne pas tomber dans de la démagogie, c'est ça? Dans le Bitcoin aussi, tu sais, il faut se questionner sur nos propres assumptions qu'on fait par rapport au Bitcoin. Est-ce que le dollar va vraiment s'écrouler ou est-ce qu'il va s'écrouler bientôt? Peut-être pas, tu sais. Fait que tout ça, ça se démystifie pas un podcast, là. Fait que, certain. Non, mais certain, mais c'est très bien que tu dis ça, tu sais, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, tu sais. On peut se tromper, c'est possible, tout est possible, tu sais. Disons, ça me fait penser à, je lisais Ray Dalio Principles, puis lui, il écrit comme dans les années 80, lui, il allait devant tout le monde, le Congrès, la télé, absolument tout le monde, les gouvernements internationaux, puis il a dit le dollar il va y avoir de l'inflation massive aux États-Unis, genre juste massive, comme dans les années 20 en Allemagne, genre. Ce que nous, on dit un peu aujourd'hui. Puis c'est totalement trompé. Puis pourquoi il s'est trompé? C'est parce qu'il n'a pas pris en compte que si le dollar américain, le gouvernement américain peut imprimer de l'argent pour, disons, aider l'économie à grandir aux États-Unis, puis ça devrait faire de l'inflation, n'est-ce pas? Mais si en même temps, les monnaies dans tous les autres pays fonctionnent pas, puis elles tombent, elles perdent la valeur massivement, dans ce cas-là, tous les autres pays vont acheter des dollars américains, hein, puis il va avoir assez de demande pour l'offre que tu es en train d'imprimer. Tu sais. Fait que ça, c'est un bon... Puis là, c'est ça que les années 80, c'était ça. Aux États-Unis, c'était de l'inflation basse, puis c'était... Parce qu'il y avait une demande internationale pour les dollars. Puis les États-Unis, on peut imprimer de l'argent et grandir. Puis ça, c'est la décennie des années 80 aux États-Unis. Puis ça contribue aussi énormément à la tombée du communisme, l'URSS. Mais la différence, c'est que le Bitcoin n'était pas là à ce moment-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des économies qui se tournent vers le Bitcoin. Il y a des gens au Venezuela qui se tournent vers le dollar US, certains. Le dollar US est stable pour eux, mais qui se tournent au Bitcoin aussi. Donc cette demande de dollars qu'il y avait dans le passé, elle est en train de diminuer parce que les gens choisissent le Bitcoin aussi. Donc, ça, c'est une grosse différence. Aussi, si tu étudies l'histoire monétaire des civilisations, il y en a les monnaies fiduciaires finissent pas mal toutes par mourir un jour. Toutes les monnaies. Toutes les monnaies meurent un jour. Tu sais. Puis, donc, si tu regardes l'histoire des monnaies fiduciaires, si tu regardes l'histoire des empires, comme l'Empire romain ou l'Allemagne dans les années 20, ou même le Royaume-Uni dans le 19e et 20e siècle, ou le Royaume belge, ils finissent tous par tomber à un moment donné. Puis, ma prédiction, c'est que le dollar US va finir par tomber aussi éventuellement. C'est juste un cycle historique qui arrive depuis toujours. Puis là, on a une claire alternative pour prendre sa place. Là. En espérant que ça soit pas le yuan chinois comme nous on croyait il y a tant d'années. C'est possible aussi. Rien n'est impossible. Le yuan est définitivement en train de se faire acheter par beaucoup de pays dans le monde. Donc, c'est une course. Mais les alternatives sont là. Les gens vont faire leur choix. Moi, je crois qu'ils vont choisir Bitcoin, puis on verra. Moi aussi, je pense ça. Mais on travaille pour que ça arrive, non? Ouais, c'est exactement ça qu'on fait. Hein. Puis c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Juste fun fact. Tu vois, parce que tu parlais des Romains, par exemple, puis c'est vrai, par exemple, quand l'Empire romain a commencé,
les pièces d'or qui étaient en circulation, c'était 100% de l'or. Puis à la fin, quand c'était rendu peut-être 1%, puis c'était cloîtré d'un autre métal. Mais il y a vraiment, j'ai lu ça récemment, là, le florin, c'était ça. Le seul espèce de standard d'un coin qui est resté pendant des centaines d'années puis qui n'a pas bougé en pureté, là, c'est le florin. Pendant 400 ans, 500 ans, c'est resté la même pureté. Puis je suis étonné que ceux qui s'en occupaient n'ont pas été tentés. Puis c'était eux l'espèce de standard là, pendant tout pas le Moyen Âge, mais plutôt le siècle des Lumières. Là. Fait que on voit qu'il y a des petites exceptions d'un point de vue de gestion centralisée d'un certain argent, mais historiquement, ça finit. Tout le monde est trop tenté. Là. C'est juste trop facile quand tu as l'imprimante à côté là, ou la machine qui fait les coins. C'est juste trop tentant de mélanger ça avec. De nos jours, ça se cache plus. Là. Il n'y a plus besoin de. Au moins, dans le temps, les Romains ils prétendaient. Ça, c'est de l'or quand même. C'est quand même ils diminuaient sans le dire. Diminuer la concentration sans le dire. Mais de nos jours, c'est plus caché. Là. C'est très ouvert. C'est très intéressant l'affaire du florin. Le cycle des Lumières, le florin en même temps, c'est un rapport. Le fait que, certainement. Là. Ben, tout le monde basait leur coin des autres empires ou peu importe. Chaque royaume pratiquement avait son coin. Là. Il y avait encore plus de formes d'argent qu'aujourd'hui. Mais tout le monde basait par exemple, leur épargne de vie, là, ils basaient ça sur des florins ou toutes les banques, puis tout ça, c'était juste des florins. Mais bon, c'est un fun fact. Intéressant. Ouais, ben, je voulais écouter un autre segment de la semaine qu'il y a eu. Ça, c'est plus. Ça a eu lieu dans le Congrès américain par une sénatrice américaine. Qui est dans un comité. J'ai eu personne, là. Mais c'est vrai que c'est pas notre politicienne préférée. Elle s'appelle Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, démocrate, et qui a essayé d'être présidente, d'ailleurs, mais qui a perdu assez rapidement. Tout le monde a perdu assez rapidement contre Biden. Donc, juste montrer la question qu'elle pose à un invité, je pense qu'elle s'appelle Angela Welch. Elle est quand même populaire sur Twitter. Là. C'est une critique, mais c'est une critique qui est dans le discours. Donc, c'est quand même c'est une bonne critique, disons. Mais elle est invitée au Congrès, puis il parle de ça, puis elle lui pose une question. Donc, on écoute ça. So, Professor Welch, that sounds pretty good to me. Has your research shown that crypto is decentralized in this way? So it's true that in cryptocurrencies, you don't have one single central party. So I guess technically you could say, yes, it's decentralized. It's more than one. But we have to remember that there are absolutely pockets of power within these systems, particularly the core software developers and the large miners who can absolutely exploit their position of power to affect users of the systems. So they have the capacity here to manipulate the system. You know, that sounds to me like a lousy trade-off. Instead of leaving our system, our financial system, at the whims of giant banks, crypto puts the system at the whims of some shadowy, faceless group of supercoders and miners, which shadowy, faceless group of supercoders and miners. Ça décrit bien, je pense, shadowy supercoder, personnellement, tu trouves pas? À moi? Ouais. J'espère. Ouais, fait qu'en fait, dès qu'elle a dit ça, les memes sont partis sur Twitter, là, ça arrête pas. Je pense que ça continue même ce matin. C'était hier ou avant-hier, là? Ça fait aucun sens, son argument. Le monde l'ont pris comme une espèce de badge d'honneur. Là, oui, on est des super codeurs. Ouais, c'est quasiment ça. Hein? Mais l'argument qui est fait ici, là, que les mineurs ou que les développeurs ont un pouvoir massif sur le système, ça montre juste un manque de compréhension du Bitcoin, en toute honnêteté. Genre, oui, ils sont influents. Oui, les mineurs peuvent
avoir certaines influences. Oui, les développeurs peuvent avoir certaines influences, mais on a vu dans l'histoire du Bitcoin que ces influences sont extrêmement limitées. Il y a une grosse partie, pour plusieurs raisons. Premièrement, le réseau du Bitcoin n'est pas dirigé par les mineurs, n'est pas dirigé par les développeurs. Il est surtout dirigé par les nœuds distribués. Donc, les nœuds, on en parle souvent, c'est des ordinateurs qui roulent le vrai logiciel Bitcoin. Là. Pas juste un wallet, une application, mais le logiciel qui valide tous les blocs, qui valide selon les règles du protocole. Exact, un serveur Bitcoin. Puis, il y a des centaines de milliers de ce genre de serveurs dans le monde, genre, qui sont gérés par n'importe qui. Des gens comme nous, comme des gens en Chine, comme des gens en Russie, des gens qui ne parlent aucunement la même langue, des gens qui sont totalement anonymes dans le réseau, des gens qui sont sur Twitter, des gens qui ne le sont pas, des politiciens. N'importe qui peut rouler un serveur Bitcoin. Donc, oui, les mineurs ont un pouvoir, mais à un certain point, parce que tout le travail que les mineurs font doit être validé par des centaines de milliers de personnes qui ont des intérêts différents, qui ont leurs intérêts à cœur, qui croient dans le protocole Bitcoin, qui s'assurent que les mineurs ne trichent pas. Puis, dans le passé, les mineurs ont essayé de faire des choses comme faire passer les hard forks, augmenter la taille de blocs, ou simplement arrêter Segwit. Puis, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont juste pas réussi. Les nœuds ont montré que c'est vraiment eux qui contrôlent le Bitcoin. Puis d'ailleurs, quand c'était rendu clair en novembre 2017, c'est là que le Bitcoin est allé à 20 000 $. Parce que la thèse que les nœuds contrôlent le réseau et non les mineurs. Donc, n'importe qui peut participer à la gestion du réseau. A été prouvé. T'sais. Puis, c'est sûr que les mineurs ont une partie massivement importante. Ils contribuent à la sécurité. Le coût d'attaque est élevé parce qu'il requiert des centaines de milliers de dollars d'électricité à chaque 10 minutes. Et c'est ça la contribution des mineurs. Mais les développeurs, de l'autre côté, n'ont pas de pouvoir non plus. Ça, on l'a vu aussi dans l'histoire. T'sais. Fait que c'est juste du niaiserie qu'il dit. Tu fais référence spécifiquement aux guerres de scalabilité, comme on appelle Scaling Wars, qui se sont déroulées en 2015 et 2017. Justement, c'était un grand moment historique dans le Bitcoin, puis qui aurait pu tourner différemment. Fait que c'est un gros sujet, vraiment un gros sujet que tu as peut-être mentionné, qui va peut-être perdre quelques auditoires, surtout s'ils sont plus débutants. Mais je pense que ce serait très intéressant qu'on invite quelqu'un. On en connaît plusieurs qui ont participé dans ces Scaling Wars puis qui étaient du bon côté de la force. On va les inviter au podcast pour en parler davantage parce que c'est un sujet absolument fascinant puis qui prouve à quel point le Bitcoin est robuste. Puis même dans ce temps-là, c'était pas développé comme aujourd'hui. Fait que ça, c'est un sujet intéressant à discuter. Mais sur le point d'Elizabeth Warren, c'est sûr que nous, on parle du Bitcoin en ce moment. Le fait que les nœuds Bitcoin, rouler un serveur Bitcoin, ça soit aussi facile pour le monde, c'est à cause des protocoles du Bitcoin qui font en sorte que c'est un programme léger à rouler, donc qui prend pas beaucoup d'espace, qui prend pas beaucoup de pouvoir computationnel. Tandis que d'autres cryptos, ça c'est un peu vrai. C'est pas mal vrai que pas mal toutes les autres cryptos, les développeurs, l'affaire, c'est qu'ils sont pas trop shadowy, là, et c'est plutôt des gourous spécifiques à chacune des cryptos. C'est comme Vitalik, c'est le gourou d'Ethereum. Ben, eux, c'est très vrai que ces développeurs-là ont beaucoup de contrôle sur leur crypto particulière. Ça, c'est à distinguer du Bitcoin. Le Bitcoin est vraiment pratiquement impossible à contrôler d'une manière centralisée, alors que tous les autres cryptos, c'est comme ça qui fonctionne. C'est au travers de hard fork, fait qu'il y a toujours des modifications de code. Ça veut dire que quelqu'un qui, de manière centralisée, coordonne, fait en sorte que tous les éléments, tous les agents du réseau update en même temps, sinon il y a un problème. Fait que oui, elle a un peu raison dans le sens que oui, les développeurs ont le contrôle sur des cryptos d'une manière vraiment centralisée, puis t'as pas le choix de leur faire confiance, c'est ça un peu le truc derrière, mais pas le Bitcoin. Fait que
Fait T'as que- totalement raison. ouais. J'avais pas pris en compte les autres cryptos. Des fois, je les oublie qu'elles existent. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. Les autres cryptos sont exactement comme ça. Donc, c'est vrai qu'il a raison sur ça. Les mineurs aussi ont une massive influence sur les autres cryptos. Je checkais ça la semaine passée, là. BSV, Bitcoin Satoshi Vision, que la dernière fois que j'ai checké, ça vaut au-dessus de 1 ou 2 milliards de dollars, là. Puis dans le Craig Wright, le soi-disant Satoshi, mais le fake Satoshi, là, fake Toshi, comme on l'appelle, leur minage est contrôlé à genre 95% par un pool. C'est rendu ça, là. C'est rendu un seul groupe qui mine tout le réseau. Donc, Ben, c'est ça sûr doit que être. Ça doit être. c'est Craig Wright. Ben, c'est eux, là. C'est Ouais, Calvin c'est- Ayre. ouais. C'est sa compagnie. C'est leur compagnie à eux. Mais tu sais, quand c'est rendu que un réseau a juste un groupe de minage, comme dans BSV, et genre, il y a genre un team de développeurs qui permettent à aucun autre développeur de rentrer dans la chose, tu sais, ou qui font des hard forks, qui font des changements au protocolaire que toute la communauté suit. Mais là, c'est sûr qu'elle a raison. Mais c'est ça la grosse différence du Bitcoin et des autres. C'est que non, dans le Bitcoin, elle a tort. Dans les autres cryptos, elle a probablement raison. Ouais. Mais bon, ça fait juste montrer encore une fois que les politiciens commencent à s'inquiéter un peu. Je pense sont comme ok, ben le Bitcoin essaie vraiment de s'attaquer à notre position, là, à la position du dollar américain. Fait comment on veut s'ajuster par rapport à cette réalité. Puis il y en a qui aiment vraiment pas ça. Il y en a d'autres il y a d'autres politiciens qui sont plutôt ouverts à cette idée-là, qui voient le Bitcoin comme une potentielle alternative au standard du dollar américain. Comment ça va se formuler exactement, on le sait pas. Ça va prendre des dizaines d'années probablement avant que ça se concrétise, mais c'est déjà en train d'arriver. Il y a déjà des États qui vont être plus favorables à intégrer le Bitcoin d'une quelconque manière, à acquérir des entreprises qui vont innover dans cette nouvelle sphère de la finance. Fait que, elle peut dire ce qu'elle veut, hein? Elle peut dire ce qu'elle veut. Elle dit qu'on devrait juste l'interdire. Ça, Ben, c'est son but. Ben, qu'elle Mais c'est- essaye. Qu'elle essaye. Mais elle va pas réussir. Mais c'est sûr que la régulation, elle continue. Maintenant, ils essaient de s'attaquer aux stablecoins, ils s'attaquent aux exchanges, Ouais. Binance, BitMEX. Les gars de BitMEX sont en poursuite massive. Mm. Donc, non, c'est sûr que là c'est un gros moment d'attaque de leur part. Ou juste réglementation tout court, comme eux, ils Ben, font juste c'est le l'appeler. FUD. Mais C'est comme il y avait le FUD avec les mineurs chinois, puis là, bam, les mineurs chinois sont tous partis, puis le Bitcoin survit encore, puis il y a même pump, dans la dernière semaine, puis ça va bien, là, ça fonctionne encore, il n'y a pas de problème. au Texas, Ouais. dont le principal endroit où ce que le monde migre leurs mineurs, le gouverneur du Texas a non seulement une vidéo sur YouTube, vous pouvez trouver où est-ce qu'il genre, il dit le Texas est ouvert au Bitcoin, on veut le minage, on veut que le Texas soit l'État Bitcoin du monde, basically. Non seulement ça, il participe à l'installation de mineurs. Il va dans les mines activement, puis il y a des photos de lui sur Twitter Ah avec ouais, wow. les entrepreneurs. Il lui explique proof of work, le Bitcoin. Il est vraiment intéressé, là. Il capote, là. Ouais. Honnêtement, je me dis qu'il se dit... le Texas a toujours été un État, puis il est encore nationaliste, qui se voit comme à part des autres États. Oui, ils sont nationalistes américains, ils croient qu'ils font partie des États-Unis, mais le Texas... Les Texans. là. Les Texans, c'est une nationalité. Puis tu sais, je vois qui se dit peut-être c'est une forme pour eux d'avoir plus d'indépendance du gouvernement fédéral que dans ces moments-ci, il est sous contrôle de ses opposants politiques, les démocrates. Donc, tu sais, chose à réfléchir aussi. Tu sais. Ben, un peu formule Salvador. Salvador qui utilise le dollar américain comme sa monnaie nationale depuis 2006? Je pense 2001. 2001. Ouais. Puis qui a adopté aussi le Bitcoin. Bon, c'est questionnable. On n'est pas nécessairement d'accord avec toutes les décisions du président d'El Salvador. Mais ça prouve que justement, il y a pas juste des individus comme nous, mais des entités gouvernementales, des institutions qui peuvent adopter le Bitcoin également, puis ça peut leur servir à vraiment devenir plus indépendants d'autres entités encore plus puissantes ou encore plus plus centrales. Fait que- Exact. Tu sais, le Bitcoin est utile pour la souveraineté des individus comme des pays. Puis tu sais,
c'est pas toujours une belle image. Faut se le dire. Genre, le Bitcoin est utile pour des dictateurs, pour pouvoir faire de l'argent, ou cacher l'argent qu'ils volent, comme il est utile pour les gens, le peuple dans ce pays, pour se protéger du gouvernement, pour pas que le gouvernement les vole. Fait que le Bitcoin, c'est un outil, comme l'Internet, qui est super utile pour tout le monde, que tu sois un président, un individu, une compagnie, un individu ici, ou en Chine, ou en Russie, ou en Amérique latine. Puis pour retourner au Salvador, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils font ça, malgré, je suis d'accord avec toi, il faut le dire, le président du Salvador est autoritaire et en train de faire des actes. Petites tendances de dictature. Là, Des petites tendances de dictature, sans doute. Bon, c'est aussi la tradition au Salvador que les présidents soient avec des tendances comme ça. Quoique, par contre, il est populaire, il est aimé. Genre, il est probablement... les gens l'aiment, mais c'est sûr qu'il y a des tendances qui vont un peu loin. Mais malgré ça, le simple fait qu'ils mettent le Bitcoin dans la main des gens va les aider à se défendre contre le potentiel danger de ces ambitions de dictature. Puis le Bitcoin est dans la main des gens. Puis les États-Unis, le FMI, la Banque mondiale, ils sont pas contents du tout. Ils sont pas contents. Parce que c'est une rébellion. On va continuer à les énerver, je pense, dans les prochaines années. Je pense aussi. Ouais. Bon, on a fait un bon petit épisode, je pense, pour le premier épisode. C'était vraiment le but, c'était de se présenter un peu, voir, pour que vous nous connaissiez un peu. On vient d'où, on fait quoi dans la vie, puis c'est quoi nos objectifs, puis montrer à quel point on aime le Bitcoin, à quel point on est passionné. Je pense que on a une bonne petite conversation. Puis, je pense que justement, vu que c'est un podcast qui est vraiment destiné à être plus proche des gens, plus proche de la communauté Bitcoin québécoise, ben, si vous avez n'importe quelle idée ou vous voulez participer, vous avez quelque chose à dire, vous avez un projet Bitcoin quelconque, puis vous voulez le présenter à d'autres personnes, ben, il nous fera plaisir de vous accueillir. Puis dans les prochaines semaines, on va commencer à vraiment sortir de plus en plus d'épisodes. Et ouais, puis peut-être petit rappel pour justement le Bitcoin Summer. Ça se passe du 16 au 22 août. On va les ateliers, il va y avoir une nouvelle batch de billets qui vont être en vente dans la semaine prochaine. Et évidemment, il y a le barbecue, l'événement du barbecue, c'est le 20 c'est le 21, ouais. 21. C'est ça. Le 16 au 20, c'est lundi à vendredi pour les ateliers de jour, puis les événements de soir qui vont être annoncés très bientôt sur meetup.com puis sur les réseaux sociaux. Samedi, le 21, le barbecue, et dimanche, le 22, la randonnée et le brunch. Exactement. Donc, on a très hâte de vous rencontrer pour ceux qui vont être là. Puis ça va être super le fun. Puis à la semaine prochaine? Ouais, la semaine prochaine, je pense que le podcast de la semaine prochaine va être intéressant. On va avoir beaucoup de nouvelles qui se passent. Le prix a monté. Je pense qu'il va continuer à monter. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. La semaine prochaine, on va vous présenter des nouvelles, un invité. On va pas dévoiler c'est qui, mais vous le connaissez sûrement. Puis, tu sais, on va s'amuser. Puis, envoyez-nous vos questions, vos commentaires. Invitez-vous même au podcast. Ouais, débarquez dans le studio, puis ouais, c'est ça. Merci d'écouter La Sauce Bitcoin. Merci. À la semaine prochaine.